Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Adrien Verly et je fais partie de l'équipe simulation de Keonis. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau webinaire dont le sujet concerne la conception générative et l'optimisation topologique dans la 3D expérience. Avant de commencer, je tiens à remercier pour la réalisation du webinaire mon collègue Martin Skaradek qui n'est finalement pas disponible ce matin. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie dédiée, je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire. Pour rappel, nous réalisons en moyenne 2 webinaires par mois, les mardis de 11h30 à midi, sur les sujets de la simulation, de la conception et du système engineering. N'hésitez pas à envoyer vos idées de sujets à l'adresse 3dx@keonis.com. Nous avons également un mini-site dédié à la simulation à l'adresse visible en bas de l'écran. Vous trouverez sur ce site des articles techniques, des tutoriaux, ainsi que l'ensemble de nos webinaires en replay. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons commencer ce webinaire par une introduction sur la plateforme 3D Experience, suivie d'une présentation sur la conception générative avec l'optimisation topologique dans la 3D Experience. Et pour finir, une petite conclusion. Alors, qu'est-ce que c'est que la plateforme 3D Experience? La 3D Experience peut être considérée comme une plateforme d'accès à un ensemble de solutions applicatives et collaboratives pour tous les métiers de l'entreprise basée sur une source unique de données. C'est un point important, il y a vraiment une source de données unique. Elle va regrouper des solutions pour faire de la conception, de la simulation, de l'optimisation, de la fabrication, mais également des outils, par exemple, pour le marketing. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Parmi ces solutions applicatives, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'une d'entre elles permettant de faire de la conception générative. En avant-propos, il est important de connaître la manière dont la plateforme 3D Experience est organisée. La plateforme donne accès à des rôles relatifs à des métiers. Chaque rôle contient des applications nécessaires au métier et les applications contiennent différents outils nécessaires aux tâches à réaliser. La plateforme 3D Experience est disponible on-cloud ou on-premise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On-premise, les serveurs sont directement sur votre site, sur le site du client. On-cloud, les serveurs sont dans un data center. En l'occurrence, pour Data System, c'est Outscale pour l'Europe élargie et les pays du Maghreb. Et du coup, tout est hébergé directement chez Data System. Vous n'avez pas grand-chose à installer en local, à part les applications riches qu'on va voir juste maintenant. Donc ci-dessous, deux images représentent les différentes interfaces auxquelles l'utilisateur peut accéder. L'utilisateur final a accès à une interface web et à une interface riche en fonction de ses rôles. Pour être plus précis, le client web permet par exemple l'administration de la plateforme, la consultation et la gestion de données, l'utilisation d'applications purement web, par exemple gestion de projet, cycle de vie de données, etc. Le client riche permet la création de contenus 3D, des pièces, des assemblages, les dessins, la simulation multiphysique et autres applications de métier. Le client web, tout comme le client riche, accède à la même base de données. La puissance de la plateforme 3D Experience, contrairement au logiciel traditionnel, c'est de proposer une nouvelle architecture, une interface unifiée, une source de données unique et surtout de proposer des rôles adaptés au profil des utilisateurs. Par exemple, en simulation, on peut trouver différents niveaux d'utilisation, de la simulation pour concepteurs à la simulation pour spécialistes. Et vous retrouvez également différents domaines physiques, de la mécanique, de la thermique, du fluide, de l'injection plastique, etc. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me paraît important de donner la vision de Dassault Systèmes sur la conception générative et pourquoi elle est associée à l'optimisation topologique. Une des stratégies de Dassault Systèmes dans le domaine de la conception 3D est de mettre à disposition des outils performants et novateurs pour augmenter la créativité et l'innovation des utilisateurs. Pour aller vers ces outils permettant de faire de la conception intelligente et automatisée, eh bien, la conception générative chez Dassault Systèmes est un moyen pour y parvenir. En effet, cette dernière met à profit une nouvelle façon de concevoir qui permet d'obtenir des formes innovantes et optimales en faisant intervenir un outil qui mêle modélisation 3D, analyse structurale et optimisation topologique. L'intérêt de l'optimisation topologique est qu'aucun a priori n'est envisagé sur les frontières de la structure, d'où les formes parfois surprenantes qu'aucun concepteur, même expérimenté, n'aurait pu imaginer, comme on peut voir ici en bas à droite, par exemple. Voici maintenant un synoptique relatant les technologies et concepts employés dans les logiciels développés par Dassault Systèmes depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui.
Très probablement, les logiciels de demain qui intégreront toutes les nouvelles technologies émergentes, intelligence artificielle, réalité augmentée, deep learning, seront basés sur les principes opérationnels de la biologie du cerveau. Dassault Systèmes nomme ces avancées technologiques ainsi: Cognitive Augmented Design, conception augmentée par acquisition de connaissances, et Experimental Engineering, ingénierie expérientielle. La conception générative est encore éloignée de ces concepts, mais la technologie progresse à grands pas dans ce domaine. Donc la philosophie de la conception générative dans la 3D expérience est de fournir aux concepteurs non spécialistes en simulation un outil permettant de définir une distribution optimale de matière dans un volume donné, tout en respectant un certain nombre de conditions: force, fixation, déplacement maximum, symétrie, contrainte de fabrication, etc. L'intérêt de l'optimisation topologique, qui est une des composantes de cet outil, est qu'aucun a priori n'est envisagé sur les frontières de la structure, d'où les formes parfois surprenantes obtenues. Forme organique par exemple, qu'aucun concepteur, même expérimenté, n'aurait imaginé. La conception générative dans la 3D expérience est donc ici un outil puissant pour la conception des structures et dédié aux concepteurs. La philosophie de ce système sur la conception générative se traduit concrètement par le rôle Function Driven Generative Designer, dont l'acronyme est GDE. GDE permet de faire dans un même environnement de la conception unifiée, de la simulation et de l'optimisation. Cela permet d'avoir une continuité digitale dans un environnement unique et un workflow intuitif. Ici, conception unifiée signifie que plusieurs types de modelage géométrique, Part Design, Generative Shape Design, Imagine and Shape, peuvent être employés conjointement lors de la conception d'une pièce. Les deux diagrammes suivants permettent de bien comparer l'approche 3D expérience avec une approche classique. À gauche, deux utilisateurs, deux compétences différentes et plusieurs allers-retours vers la CAO. À droite, un seul utilisateur avec une compétence CAD et un seul environnement. De toute évidence, l'approche classique ne fait pas le poids et ne permet pas d'aller vers plus d'innovation et de créativité. Sur cette diapositive, la description détaillée du workflow du rôle Functional Driven Generative Designer. On va commencer par tout simplement dessiner l'espace de conception en spécifiant les zones réservées, donc les zones fonctionnelles dont on a besoin de conserver pour la pièce. Nous allons ensuite appliquer les conditions limites et les chargements, donc c'est le scénario que nous allons créer sur la pièce, puis définir la stratégie et les contraintes d'optimisation. Par exemple, nous allons minimiser la masse tout en maximisant la raideur. Il existe également d'autres types de contraintes, comme par exemple sur la fréquence propre ou sur les contraintes mécaniques directement. Ensuite, le logiciel va permettre de générer et de valider les formes conceptuelles. C'est-à-dire qu'il va nous sortir la forme optimisée. On va pouvoir ensuite la régénérer géométriquement parlant et ensuite la valider mécaniquement. Nous pourrons ensuite, si nous le souhaitons, faire différentes optimisations avec différentes contraintes et venir faire des comparaisons de concepts, par exemple en fonction du type de fabrication qu'on veut utiliser. Et ensuite, nous allons pouvoir du coup choisir la forme adaptée à ce que nous voulons faire, tout simplement. Alors voici quelques exemples d'optimisation. Vous pouvez voir sur chaque exemple à gauche l'espace de conception et à droite la pièce optimisée. Remarquez que les formes finales générées ici sont de type organique et ne peuvent être obtenues que par fabrication additive. Notons qu'il est possible d'imposer également des contraintes d'optimisation de type manufacturing pour obtenir au final des formes usinables ou moulables, comme dans l'exemple en bas à droite. Sans aucun doute, la conception générative est la clé de voûte de la fabrication additive lorsque les formes finales sont organiques. Donc en parlant un petit peu de fabrication additive, c'est un processus d'ajout de matière, d'où son nom, pour fabriquer un objet à partir des données d'un modèle 3D. Généralement, l'objet fabriqué est obtenu couche après couche dans une imprimante 3D. Il prend forme au fur et à mesure de la solidification des couches. Ce procédé est à l'opposé des processus de fabrication conventionnels basés sur l'enlèvement de matière. Il possède certaines contraintes de fabrication, par exemple l'utilisation de supports qui sont ensuite enlevés est souvent nécessaire quand la variation d'angle entre deux couches est trop importante. On ne peut pas poser une couche sur du vide, tout simplement. Parmi les contraintes de fabrication disponibles dans l'outil de conception générative, il existe une contrainte permettant de spécifier cela afin d'obtenir une forme minimisant l'utilisation de ces supports.
Pour illustrer la conception générative, je vous propose de regarder maintenant deux vidéos. La première sur une pièce automobile et la seconde sur une pièce d'avion. Donc, premier exemple, nous allons étudier ici une des pièces d'un mécanisme d'ouverture de portière. Vous pouvez apercevoir ici l'espace réservé pour la pièce dans son environnement. À partir de cet espace, nous allons spécifier les zones fonctionnelles à conserver, ici pour assurer la liaison avec les autres pièces de l'assemblage. Donc c'est fait par des simples clics sur les zones en spécifiant quelques options. Nous pouvons ensuite appliquer les chargements et les conditions limites, spécifier les connexions, et ensuite nous allons pouvoir lancer l'optimisation. Une réduction ici de masse de 25%, il me semble. On peut voir ici le résultat de l'optimisation, là où la matière est conservée, et nous allons pouvoir soit générer la nouvelle forme en automatique, soit vous allez voir ensuite que nous pouvons la régénérer à la main. La pièce est validée ici numériquement. Donc là, nous allons pouvoir reconstruire ici la pièce avec les outils disponibles dans le rôle. Donc là, ici, c'est une partie qui vient d'Imagine & Shape qui permet de facilement recréer la pièce. Donc ici, plutôt pour la fabrication additive. Il n'y a pas que ça comme option disponible. Il y a plein d'outils de reconstruction dans la plateforme. Et enfin, vous voyez la pièce dans son environnement reconstruit. Donc voilà, la pièce finale, elle est quand même avec quand même un gain de masse de 52% par rapport à la pièce originale. Donc dans le deuxième exemple ici, sur la pièce aéronautique, donc de la même manière, nous allons voir la pièce dans son environnement. Donc c'est cette pièce juste ici. Donc là, c'est la pièce originale. Et maintenant, nous allons voir l'espace disponible pour la nouvelle pièce, donc l'espace de conception. Donc nous voyons ici représenté. De la même manière que pour le précédent exemple, nous allons pouvoir ici appliquer, définir les zones fonctionnelles, donc les zones à conserver, donc typiquement aussi pour faire passer les axes et également au niveau des fixations. Le maillage est généré de manière automatique et nous allons ensuite appliquer les conditions limites et les charges. Donc par exemple ici, une pression au niveau de l'axe principal. Et également, nous allons pouvoir définir des connexions de type vis de manière assez automatisée, donc une première, puis une détection automatique pour ici les trois autres vis. Enfin, nous allons définir l'objectif d'optimisation, donc ici réduire la masse de 90%, et enfin définir des contraintes de fabrication. Donc, en fonction de ce que nous allons faire, nous pourrons définir soit pas de contraintes, par exemple pour la fabrication additive, soit des contraintes ici pour tout ce qui est fonderie, ou des contraintes pour le fraisage. Vous pouvez voir ensuite les résultats en fonction de ces contraintes d'optimisation et enfin la forme optimisée, puis la validation de la pièce. Donc, voilà. Ensuite, nous allons pouvoir revoir ces pièces dans leur environnement initial. Et donc il y a une petite coupe qui va s'animer pour voir l'intérieur, voilà. Et ensuite, nous avons une petite comparaison des différentes masses en fonction du concept généré. Voilà. Donc typiquement ici, la pièce initiale, alors, attendez, la vidéo est partie, voilà. La pièce initiale faisait 0,7 kg. Si je prends de l'usinage 3 axes, je vais avoir une pièce qui fait 0,45 kg avec de la fonderie 0,36 kg. Et si je la fabrique en fabrication additive, j'aurai une pièce qui est inférieure à 0,3 kg. Donc évidemment, le gain de masse est important pour l'aéronautique. Donc après, c'est à vous de faire le choix en fonction du coût de la pièce, en fonction du procédé de fabrication, de choisir un de ces trois nouveaux concepts qui a été généré. Voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer sur la partie optimisation topologique derrière. Ce que je vous propose maintenant de regarder, c'est d'autres applications de conception générative au sein de l'offre d'Assosystem. Donc il y a d'autres rôles qui sont disponibles. Donc, par exemple, vous avez le rôle Flow Driven Generative Designer, donc l'acronyme c'est GDF, qui va vous permettre de faire de l'optimisation fluide. Donc vous allez pouvoir générer des formes pour des flux de fluide internes qui vont pour minimiser les pertes de charge et préserver le débit massique. Nous avons d'ailleurs fait un webinaire à ce sujet en début d'année, donc je vous invite à le consulter. Et comme deuxième rôle, il existe le rôle Structural Generative Designer, donc l'acronyme c'est SGD, qui complète l'application que nous venons de voir en fonction Driven Generative Designer, GDE, en ajoutant des fonctionnalités d'optimisation de forme globale et locale
sans avoir besoin de réexécuter l'optimisation topologique. Donc tout simplement ici, c'est l'intégration de l'optimisation de forme qui était disponible dans Tosca derrière. Donc ça permet de minimiser simplement les contraintes localement pour venir, par exemple, maximiser la durée de vie. Voilà, en conclusion, donc l'application Functional Driven Generative Designer est une application puissante permettant de mettre en place un processus de conception novateur pour obtenir des formes optimales. C'est une application qui est dédiée pour les concepteurs. Donc dans un même environnement, vous allez pouvoir faire de la conception, de la simulation et de l'optimisation avec un menu utilisateur très facile à utiliser. Et la conception générative, grâce à l'optimisation topologique, va permettre de faire des gains de performance conséquents. Donc, par exemple, en masse sur vos pièces. Et on peut optimiser pas forcément la masse, on peut optimiser les fréquences propres, optimiser des contraintes mécaniques, etc. Et donc du coup, les designs étonnants générés peuvent être obtenus par fabrication additive ou par des processus classiques de fabrication, usinage, moulage, etc. Donc c'est pas limité à la fabrication additive, il faut bien avoir ça en tête. Voilà. Pour finir, Kionix, nous sommes là pour vous conseiller, vous aider et vous supporter à l'utilisation des logiciels de ce système, mais également pour vous former. Donc concernant ce que nous allons voir aujourd'hui, je vous propose 3 formations qui peuvent être réalisées soit dans nos agences, soit sur les sites clients, soit directement en ligne. Donc la première concerne le rôle Function Driven Generative Designer, donc c'est une formation de 3 jours ici. Si jamais vous voulez faire de l'optimisation fluide, vous avez également une formation de 2 jours sur Flow Driven Generative Designer. Et si vous souhaitez faire de l'optimisation de forme avec le rôle Structural Generative Designer, il y a un complément de 0,5 jours à la formation pour GDE. Voilà, notre prochain rendez-vous a lieu dans une semaine. Ce sera un webinaire sur Katia Analysis. Donc, le titre est Étendez et diversifiez vos capacités de simulation avec Katia Analysis. Donc, ce sera une présentation de la solution de simulation dans Katia V5, qui existe déjà depuis de nombreuses années. On peut attendre de faire des calculs mécaniques avec des contacts, des grandes déformations, des assemblages, de la thermique, du vibratoire, etc., etc. Donc, j'invite à vous inscrire à ce webinaire. Donc, ce sera un webinaire d'une durée de 1 heure. Voilà, j'arrive au bout de mon webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais regarder dans la liste de questions si je vois des questions, justement. Alors, ok, j'ai une première question. Est-ce qu'il s'agit de calculs linéaires? Alors oui, par défaut, G2 va faire des calculs linéaires, mais il est possible d'augmenter les capacités de GDE avec des rôles de simulation mécanique non linéaire et du coup de venir faire de l'optimisation sur des modèles non linéaires. Il faut du coup avoir des rôles en plus pour le faire. Et du coup, souvent l'appui également de personnes plus familières avec la simulation derrière. Alors j'ai une question sur les types d'éléments finis utilisés. Alors par défaut, ce sont des tétraèdres à 4 nœuds ou 10 nœuds, ça dépend de ce qu'on choisit. Donc voilà. Alors, est-ce que l'outil sait traiter des géométries surfaciques? Non, c'est uniquement basé sur des volumes. Voilà. C'est vrai que dans la partie Tosca, on savait faire du surfacique. Là, c'est essentiellement la partie volumique qui a été remontée au niveau de la plateforme. Alors, j'ai une autre question. Une fois la géométrie optimisée générée, quels sont les formats d'export pour les machines de fabrication additive? C'est une bonne question. Il me semble qu'il y a du STL, évidemment. Il y a également du 3D-MF et de l'AMF. Alors j'ai une question sur le nombre de cœurs. Lors de la phase d'exploration ou d'optimisation, combien de cœurs peuvent être utilisés? Alors, par défaut, c'est 4 cœurs. Et si on veut aller au-delà, il faut acheter en plus
des licences soit de type token, soit de type crédit pour des utilisations ponctuelles, hein. Alors, est-ce que le temps de calcul du processus d'optimisation est dépendant du maillage? Alors oui, d'ailleurs G2 propose toujours une taille de maille automatique pour avoir des temps de calcul raisonnables et une bonne qualité de résultat, mais vous pouvez vous-même modifier la taille des éléments. Alors, il y a une question également, est-ce que les autres fonctions de Tosca comme l'optimisation de shape sont-elles présentes? Donc oui, c'est l'optimisation de forme que je présentais avec ici, je reviens un petit peu en arrière, le rôle Structural Generative Designer qui contient l'optimisation de forme. Voilà. Ce qu'il n'y a pas encore, ça va être l'optimisation de bossage ou l'optimisation de type sizing. Mais voilà, j'arrive au bout du webinaire, donc il est un peu plus court que prévu, mais bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc clôturer ce webinaire. Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée, un bon appétit, et j'espère à une prochaine. Merci à tous.